donc aujourd'hui, je suis très contente d'accueillir Denise Fèvre et Raymond Defresne de l'association Trouver Créer. Je vais présenter, Denise et Raymond m'ont demandé de présenter l'association Trouver Créer et un peu leur parcours, ce que je vais faire. Alors, j'ai une anti-sèche, donc je ne vais pas tout le temps regarder la caméra, je suis désolée, je vais être obligée de lire le texte. Voilà. Trouver Créer est une association qui a été créée par Robert Solasi en 1987 avec des praticiens d'horizons divers. Ils se sont dans un premier temps appuyés sur les travaux de Geneviève Latreille pour développer une démarche éducative qui pose l'individu au centre de son insertion et de son évolution personnelle et professionnelle. Alors, cette démarche est enrichie ensuite avec les Québécois qui sont créateurs de la DVP, de l'activation du développement vocationnel et personnel, d'où le lien entre les éditions qui plus est aussi et Trouver Créer. Et puis, au fil des années, les membres de Trouver Créer, qui sont eux-mêmes des praticiens, en collaboration avec leurs partenaires, avec leurs stagiaires, ont fait évoluer tout ça en une approche expérientielle, paradoxale et coopérative, qui est vraiment, je crois que c'est ça, Denise et Raymond, la marque de Trouver Créer. Alors, il y a différentes missions qui sont faites chez Trouver Créer. C'est déjà bien sûr de développer toujours leur recherche et de la diffuser auprès de tous les intervenants, qu'ils soient professionnels ou bénévoles. Trouver Créer, vous pouvez voir sur leur site, je fais un peu leur pub parce qu'ils sont plutôt discrets, c'est plutôt des gens qui, voilà. Donc, ils ont un site où ils expliquent tout ce qu'ils font. Et donc, Trouver Créer propose des actions de formation, d'ingénierie, de coordination de recherche collaborative, toujours. Mais c'est aussi un véritable laboratoire d'échange, Trouver Créer, avec beaucoup de partage d'idées, des expérimentations qui sont conduites. Il y a eu des publications qui ont été faites par l'association Trouver Créer. Il y a eu une revue qui s'appelle la revue de l'Indécis. Donc moi, je suis fan. Je crois que vous avez encore des numéros en ligne, Denise et Raymond. Je ne sais pas si on peut encore accéder à vos numéros. Cette revue, il y a des articles. Il y a des articles, voilà. Oui. Cette revue a existé de 87 à 2012. Il y a eu un ouvrage aussi, Socrate le retour, qui a été publié en 94. Et puis, pour tous ceux qui sont intéressés à l'orientation dans les collèges, il y a eu la collection des ouvrages qu'on a appelés EDC, Éducation des choix, de 96 à 2000. Et Trouver Créer organise pas mal d'événements aussi, de journées, de colloques, etc. Donc, vous êtes basé à Lyon, mais vous intervenez sur toute la France et même à l'international, puisque je crois que vous avez des membres et des partenaires en Italie, au Sénégal, en Belgique et en Suisse. Voilà. Alors, Denise va commencer par prendre la parole, puis Raymond. Alors, Raymond est membre de Trouver Créer, bien sûr. Elle a été formatrice des conseillers d'orientation psychologue à l'Université de Strasbourg. Mais pour Trouver Créer, Raymond a formé beaucoup de professionnels de l'orientation, de l'insertion professionnelle des jeunes, des adultes et des étudiants. Tu as travaillé dans des recherches-actions pour des équipes qui accompagnent les allocataires du RSA. Et tu as travaillé pas mal sur la réorientation d'adultes en situation de handicap aussi, toi, Raymond. Et tu as coécrit la fameuse collection Éducation des choix pour les collégiens. Et puis Raymond participe très activement à un ouvrage qui plus est va publier à la fin de l'année, on espère, au début 2021 sur l'orientation. Et puis Denise, qui est bien sûr aussi membre de Trouver Créer, tu as un parcours, toi, qui est dans différents milieux, entreprise, formation, université. Tu as des constantes, apparemment, dans ton parcours, Denise. C'est toujours la pédagogie active, ton engagement pour l'égalité, notamment hommes-femmes, la transformation des pratiques et puis la formation des professionnels. Tu as été directrice de l'orientation et de l'insertion professionnelle à l'Université de Grenoble. Et tu es en ce moment engagée dans l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. Voilà. Et puis, Denise participe aussi beaucoup au futur ouvrage.
Alors, moi, je veux dire simplement quelques mots d'introduction pour mieux définir et aussi circonscrire le thème de notre rencontre. Dans accompagner, il y a 3 dimensions. La notion de mouvement, de chemin, comme ça veut dire avec, donc la notion de relation, et puis de partage, et puis ça veut dire donc partager le chemin avec quelqu'un. Alors, l'orientation et l'insertion professionnelle, ce ne sont pas des questions simples, car c'est faire le lien entre, d'une part, la dynamique des personnes et la dynamique socio-économique. Donc, c'est aussi une question de cadre, de méthode et d'éthique. Si nous avons choisi de situer cet accompagnement dans les moments de crise, ce n'est pas juste par effet de mode, pas vraiment complètement collé à l'actualité, mais c'est parce que ces crises nous questionnent. Est-ce que c'est encore possible de construire son parcours? Est-ce que c'est possible d'accompagner les personnes et comment aujourd'hui? On vient de vivre une crise sanitaire associée à un confinement qui a bouleversé la vie de tout le monde. Est-ce que ce moment-là sera vite oublié? Est-ce qu'il induira des changements? Pour l'instant, on ne sait pas. Et simplement, ce qu'on peut dire, c'est ce dont on est sûr, c'est que ça va provoquer une crise importante économique et sociale, que des gens qui avaient un emploi vont le perdre, que des gens qui étaient déjà précarisés vont peut-être encore avoir plus de difficultés pour avoir un emploi, et puis que des jeunes qui entraient dans la vie professionnelle vont aussi avoir des difficultés. Donc cette crise sanitaire, économique, cette crise de l'emploi, elle fait partie d'un chapelet de crises écologiques, sociales, avec des inégalités grandissantes, avec aussi des exclusions courantes de l'emploi de certaines personnes, une crise institutionnelle, financière, crise du sens aussi qu'on voit dans le travail aujourd'hui. Donc, qui dit crise, ça veut dire que c'est des manifestations brusques et intenses avec des souffrances et des difficultés pour des personnes particulières. Mais ces crises sont aussi les révélatrices de changements silencieux. Je fais référence à François Julien qui parle de ces changements silencieux dont on aperçoit à un moment donné que tous ces changements qui ont eu lieu. Et pour nous, elles sont révélatrices de la fin d'un modèle de développement, de la fin d'un modèle institutionnel. Donc, on est dans un monde en transition, y compris sur la question du travail et de l'emploi. Alors, s'orienter, changer ou retrouver un emploi, faire des projets, c'est construire du coup des liens étroits entre cette transformation du milieu et les transformations personnelles. Et les transformations personnelles, ça veut dire transformer ses représentations, ce qui a de la valeur, ce qui a de l'importance. Et c'est donc aussi la transformation de soi. Et cette construction identitaire, elle est aussi en crise. Je fais référence là à Claude Dubar dans son ouvrage La crise des identités. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les identités, elles ne sont plus données, qu'elles soient de genre, qu'elles soient de couple, de famille, qu'elles soient professionnelles. En fait, dans tous les registres de la vie, l'identité, c'est un processus qui est toujours à reconstruire ou à construire. Donc, se définir soi-même, comprendre et se situer dans un monde en changement, faire des projets et les faire reconnaître, c'est un vrai défi. Cela peut réellement mettre en doute les personnes accompagnées, et puis cela peut aussi faire douter les personnes qui accompagnent sur la possibilité de s'en sortir, de pouvoir faire quelque chose face à l'ampleur des défis. Donc, en tant que professionnels, comment nous sentons-nous capables d'agir? Pas totalement impuissants, et pas dans la toute-puissance. Donc, qu'est-ce qui nous anime? Quelles sont nos intentions? L'emploi, le développement des personnes, les deux, les transformations sociales? Et comment pouvons-nous être soutenants et développer la capacité d'agir des personnes? Donc, pour ça, pour le développer, je vais donner la parole à Raymonde Defresne sur ces sujets. Eh bien, merci Denise, et puis bonjour à tous. Alors, pour aborder, nous allons donc dans un premier temps aborder la question de l'accompagnement. Nous allons essayer de voir s'il y a différents types d'accompagnement et s'il y a différentes postures des accompagnants. Alors, pour aborder la question, pour démarrer, on va vous mettre à contribution par une petite expérience que sûrement beaucoup d'entre vous connaissent,
qui est un petit portrait chinois pour se mettre en route. Voilà. Alors pour ça, je vais vous demander de compléter la phrase suivante. L'accompagnement pour moi, si c'était un animal, ce serait. Alors je vous donne un petit peu les consignes. Donc à partir de cette phrase, on va vous demander de laisser venir spontanément un nom d'animal. Laissez-vous surprendre, ne réfléchissez pas trop. Et dans un deuxième temps, vous essaierez de trouver quelques mots qui peuvent émerger de cette association. Ces mots peuvent être des verbes, des noms, des adjectifs, des sensations, des sentiments, des couleurs. Alors, pour ceux qui auraient du mal à laisser venir le nom d'un animal, vous pouvez éventuellement chercher directement des mots qui traduisent vos idées de l'accompagnement. Voilà, quand vous aurez trouvé, pour partager avec nous et tous les participants, vous pourrez noter le nom de l'animal et les mots associés sur le chat à droite, enfin sur le chat à l'écran. Je vais vous proposer de faire un tout petit traitement de l'expérience pendant le petit moment que nous avons là. Et donc, je vais demander à chacun va pouvoir se demander ce petit temps d'expérience, est-ce que ça a été facile, difficile, agréable, désagréable? Bon, si une ou deux personnes, 3 personnes veulent bien nous dire un petit mot, ce sera un partage intéressant. Didier Andouche, là, bonjour. Oui, le petit exercice proposé, moi, ça ne m'a pas posé de difficulté et j'ai surtout été attentif à pas en faire un exercice véritablement, mais à essayer de trouver du lien avec moi, en fait, avec du réel, quoi. Voilà. D'accord, merci. Une autre personne? Alors, Chantal Marino, donc moi j'ai été dans la spontanéité, j'ai vu un éléphant et j'ai cherché ses caractéristiques après et voilà, j'ai trouvé qu'elles vont bien avec l'orientation. Voilà. D'accord, merci bien. Peut-être une troisième personne. Moi, je veux bien. Pour ma part, ça a été très difficile de trouver un animal. En revanche, beaucoup plus facile de trouver des verbes d'action et des verbes qui pouvaient permettre justement de donner la définition, ma définition de l'accompagnement. Alors, elle est partielle, bien entendu, mais bon, voilà. Voilà, c'était plutôt des verbes. Oui. Verbes d'action. D'accord. Alors, effectivement, dans ce qui a été écrit dans le chat, il y avait pas mal de verbes d'action. Il y avait aussi beaucoup d'adjectifs qui permettaient de voir un petit peu les qualités de la personne qui accompagne. Et puis, il y avait des valeurs aussi, comme la fidélité, la bienveillance, le respect, des choses de ce type. Donc, ça nous fait une bonne introduction, effectivement, à la question de l'accompagnement. Donc, à partir de là, nous allons rentrer un petit peu dans le vif du sujet et distinguer un peu 3 types d'accompagnement dans lesquels vous pourrez introduire ce que vous avez noté dans le chat. Alors, bon, nous, ici, à Trouver Créer, on a un peu l'habitude de caractériser les 2 premiers types d'accompagnement par des proverbes. Donc, le premier proverbe, c'est là où on attache la chèvre et le broute. Bon, c'est assez significatif. Il s'agit ici d'orienter, mais je vais dire aussi de donner des conseils. Alors, de donner des conseils dans un certain sens. Ce type d'accompagnement était majoritaire dans le passé. Les parents, l'école, les entreprises, l'État ne donnaient pas beaucoup de choix aux individus. Beaucoup se sont adaptés à cette situation, parfois se sont réalisés dans des formations ou des métiers qu'ils n'avaient pas choisis. D'autres ont refusé de suivre les chemins tracés pour eux et ont décidé d'aller brouter ailleurs. Ce type d'accompagnement, est-ce qu'il a disparu aujourd'hui? Pas tout à fait. D'un côté, la liberté de choix a considérablement augmenté. Elle est même inscrite dans les textes officiels. Nous sommes, je dirais, presque
nous avons des injonctions à être libres, bon, ce qui n'est pas forcément facile. Mais devant les difficultés de choisir, de nombreuses personnes aimeraient qu'on leur dise ce qu'elles doivent faire. Les professionnels eux-mêmes ont parfois la tentation de donner des conseils de formation ou d'emploi. En tant que parents, nous encourageons souvent nos enfants à faire ce qui les intéresse, mais nous adhérons plus à leur choix, surtout s'il correspond à quelque chose que nous valorisons ou qui nous rassure. Les études montrent que la majorité des élèves de terminale disent qu'ils ont été influencés en premier lieu par leurs parents pour le choix de la première année d'études supérieures. Donc là, on attache la chèvre et le brut, c'est quelque chose qui forcément n'a pas complètement disparu. Mais passons au deuxième type d'accompagnement, avec le proverbe, cette fois-ci, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif. Nous mettons ici l'accent sur le désir de la personne. L'important, c'est de faire ce qui plaît. Ici, le rôle de l'accompagnant est d'écouter la personne, de l'aider à s'orienter, de l'aider à choisir. Nous sommes passés d'orienter à aider à s'orienter. En rejetant la tentation de dire à la personne ce qu'elle doit faire, on a eu tendance à se mettre exclusivement à l'écoute de la personne et à se centrer sur ses difficultés, ses centres d'intérêt, ses valeurs, ses rêves, ses expériences passées. Pourtant, nous rencontrons souvent des personnes qui nous disent qu'elles ne savent pas ce qui les intéresse ou qui hésitent à aller dans le sens de leurs désirs en craignant de ne pas trouver de travail ou de ne pas avoir les compétences. D'autres ont des rêves, des envies à partir d'images de formation ou de métiers stéréotypés, loin de la réalité. Ils ont des représentations du monde d'avant, ce qui, dans notre monde qui évolue très vite, pose problème. Ou encore, il y a des représentations, les activités professionnelles dans leur tête sont réparties entre celles qui conviennent mieux aux hommes ou qui conviennent mieux aux femmes. Nous avons tous rencontré dans notre pratique ces situations. Nos perceptions de nous-mêmes, par ailleurs, ne sont pas des données a priori. Elles sont aussi influencées par des stéréotypes de toutes sortes. Nos perceptions de l'environnement et de nous-mêmes vont évoluer au fil de nos existences, de nos nouvelles expériences et de nos projets d'avenir. Donc l'écoute ne suffit pas pour permettre aux personnes de se développer, de construire leur identité et faire des projets de formation ou d'emploi. C'est dans l'interaction de la personne et de l'environnement que se trouve la clé de l'accompagnement. Donc passons au troisième type d'accompagnement. Alors là, on n'a pas de proverbe, hein, mais on n'a pas de proverbe aussi, et d'ailleurs, on peut faire le lien avec le portrait chinois. C'est quand même difficile d'associer un animal à quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'interaction, enfin qui est plus global. Donc là, pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé de proverbe, mais on continue à chercher. Donc, si dans le monde complexe et incertain dans lequel nous vivons, orienter n'est plus possible, aider à s'orienter ne suffit pas, alors il nous faut apprendre à s'orienter. Apprendre à s'orienter pour apprendre à être auteur-acteur de sa vie et du monde dans lequel on vit. Donc nous mettons tout de suite l'accent sur le lien entre être auteur-acteur de sa vie et être auteur-acteur du monde, avec l'idée qu'il y a vraiment une réciprocité, c'est-à-dire qu'on s'oriente, on se transforme en transformant le monde. Et donc l'orientation, créer son propre chemin, c'est aussi créer un chemin de transformation de l'environnement. Le rôle de l'accompagnant dans ce cas de figure est alors de faciliter par tous les moyens possibles ces apprentissages utiles dans sa vie personnelle, sa vie professionnelle et sa vie sociale. Il s'agit de concevoir l'accompagnement comme une suite d'expériences à vivre à plusieurs, dans lesquelles chacun agit et réfléchit. Chaque expérience est l'occasion d'apprentissage. Cela permet d'acquérir tout au long de la vie un savoir-devenir indispensable pour pouvoir être auteur-acteur de sa vie. Pour moi, un exemple de ce type d'accompagnement, je dirais l'exemple peut-être le plus abouti de ce type d'accompagnement, est le territoire orientant, au sens des Québécois.
pas un territoire qui oriente, mais un territoire qui apprend à s'orienter. C'est-à-dire un territoire qui s'organise pour répondre aux demandes des personnes ou des groupes de personnes en donnant des occasions de vivre des expériences variées avec des accompagnants qui travaillent sur l'aspect pédagogique. Alors, les accompagnants, ils vont avoir comme rôle de concevoir des parcours, préparer des expériences, faire vivre et faire traiter les expériences, afin que les parcours aient du sens et permettent de progresser à la fois dans la connaissance du territoire, la connaissance de soi et la capacité à s'orienter. Alors bon, cet exemple, alors ce territoire orientant, nous en avons eu un exemple avec une collègue de Trouver Créer qui était directrice du centre d'orientation de Vérone en Italie, où l'orientation est vraiment conçue dans cette perspective, dans cette manière de faire avec une mobilisation de nombreux acteurs du territoire. Alors voici, donc on a parcouru ces 3 types d'accompagnement avec des postures différentes. Alors la première chose, c'est de se dire que les 3 sont utiles. Il ne s'agit pas de remplacer complètement un type d'accompagnement pour un autre, mais les 3, nous allons en avoir besoin. Mais l'important, c'est quand même que les 2 premiers ne prennent pas le pas sur le 3e, mais qu'ils soient plutôt au service du 3e. Chaque type d'accompagnement demande des postures différentes de l'accompagnant. Pour le premier type d'accompagnement, plutôt une posture de guide, mais guide dans le sens guide expert, le guide sachant. Une deuxième posture, la posture pour le 2e type d'accompagnement, c'est plutôt une posture d'écoute. Et enfin, pour le 3e type d'accompagnement qui est apprendre à s'orienter dans un monde complexe et incertain, la posture, c'est plutôt une posture d'accompagnateur d'action et de sens. C'est-à-dire que le rôle est vraiment d'activer l'expérience et de faciliter le traitement du sens. Ces 3 postures sont utiles pour accompagner, mais il faut faire attention, mais qu'elles restent bien au service de la 3e. Alors, regardons de plus près ces 3 types d'accompagnement. Donc, commençons par la première, là où on attache la chèvre et le broute. L'accompagnant a ici tendance à donner des conseils à partir de ses perceptions de la personne, de ses représentations du monde de la formation et de l'emploi, de ses informations, forcément partielles et parfois partiales, de son expérience issue de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle. Alors, je dis vie personnelle parce qu'on s'aperçoit qu'en fonction de la vie personnelle des différents intervenants, on va avoir éventuellement des conseils différents. Il répond aux demandes de conseils des personnes, mais il répond aussi aux incitations externes. Il est soumis à les accompagnants sont soumis à des injonctions comme n'envoyez pas les jeunes ou les adultes dans des formations où ils ont peu de chances de réussir, encourager les demandeurs d'emploi à se diriger vers les métiers en tension, etc. Excusez-moi. Si l'accompagnant, dans ce type d'accompagnement, l'accompagnant a le souhait d'être utile, efficace, de permettre à la personne de faire le bon choix, entre guillemets, de lui permettre de réussir dans le choix qu'il aura fait. Dans ce type d'accompagnement, l'accompagnant mobilise principalement ses informations personnelles, ses représentations, son savoir d'expérience personnelle et professionnelle. Mais il y a un risque d'influencer dans son sens avec ses propres représentations ou dans le sens des consignes du milieu environnant. Nous pouvons prendre un exemple pour ce type d'accompagnement, la question des débouchés ou de la qualité d'une formation ou encore l'exemple des questions de genre. D'un accompagnant à l'autre, nous aurons des visions différentes et des conseils différents, influencés par les sensibilités personnelles de chacun. En ce qui concerne les chances de réussite des personnes, il est aussi très difficile d'évaluer ce que la personne est prête à faire pour réussir. C'est assez facile d'évaluer, enfin facile, disons que c'est faisable, d'évaluer les compétences qu'elle a déjà, ce qu'elle a à sa disposition, mais évaluer la motivation et l'énergie qu'elle est prête à mettre,
c'est quelque chose déjà de plus compliqué. Bon, passons maintenant au deuxième type d'accompagnement, illustré par le proverbe « On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif ». Cet accompagnement est souvent réalisé à proximité des prises de décision. Ici, l'accompagnant se met à l'écoute de la personne. Le travail sur la connaissance de soi est central. L'accompagnant a le souci de promouvoir l'autonomie, la réalisation, le développement personnel des personnes accompagnées. Il s'agit ici de partir de la personne, de ses difficultés, de ses réussites, de son parcours, pour l'aider à cerner ses centres d'intérêt, ses valeurs, ses besoins, pour construire la suite du chemin. L'accompagnant a le souci d'aider, de ne pas influencer. Les connaissances, les expériences passées, les compétences acquises, les analyses de la personne accompagnée sont au centre de l'accompagnement. L'accompagnant cherchant à rester relativement neutre. Il y a un risque, dans ce cas-là, de ne pas permettre à la personne de vraiment avancer dans son parcours, ses choix. Il y a un risque pour la personne de faire des choix sans avoir une vision, une réflexion, une connaissance suffisante du monde et de ses évolutions. Il y a aussi un risque de construire l'avenir principalement à partir du passé. Les personnes souvent ne sont pas très sûres de ce qui est ressorti en termes d'intérêt, de compétences, d'idées de formation de métier. Elles disent ne pas savoir vraiment ce qui pourrait les intéresser, ni ce qu'elles aimeraient faire. Elles ont des doutes qui peuvent les paralyser. Devant les risques, les insuffisances de ces deux types d'accompagnement, on a imaginé depuis les années 70 un type d'accompagnement encore largement à inventer qui tente de conjuguer l'écoute et la relation d'aide, une co-construction accompagnant-accompagnée du processus de cheminement et une ouverture forte à l'environnement et aux autres acteurs de l'orientation. Donc passons à ce troisième type d'accompagnement que nous appellerons apprendre à s'orienter dans un monde complexe et incertain. Après avoir eu tendance à orienter ou puis à aider à s'orienter, nous arrivons à une approche plus éducative de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Cela est d'autant plus nécessaire que nous avons de plus en plus de décisions à prendre tout au long de la vie. Les parcours ne sont pas des longs fleuves tranquilles. Pour parvenir à une approche éducative de l'orientation et de l'insertion professionnelle dans un monde largement chaotique, trois notions sont introduites. La notion de paradoxe, la notion d'expérience, la notion de coopération. Ces trois, donc je commencerai par la notion de paradoxe. S'orienter, vivre des transitions, des crises, confronte à de nombreux paradoxes. Alors les paradoxes sont des choses qui ne vont pas bien ensemble et qui pourtant sont indissociables. Rêve, réalité, contraintes de l'environnement, liberté de choix, besoin de solutions à court terme, besoin de construire à plus long terme, etc. On pourrait allonger la liste. Il est vital de les prendre en compte. Il est important de ne pas se centrer sur un côté des paradoxes, mais d'explorer les deux côtés en faisant de nouvelles expériences. Cela permet de faire évoluer notre regard sur nous-mêmes et sur le monde. Et cela permet d'inventer de nouveaux chemins. Deuxième notion, la notion d'expérience. Les expériences passées sont importantes pour construire la suite du chemin, mais elles ne suffisent pas. De nouvelles expériences à vivre sont indispensables pour avancer dans son parcours. C'est ce qui nous permet d'aller vraiment à la rencontre de l'évolution du monde. Troisième notion, la notion d'approche coopérative. On ne s'oriente pas en restant isolé, mais en ayant beaucoup de contacts. Pour l'accompagnant, il s'agit de coopérer avec la personne, bien sûr, mais aussi avec les autres acteurs de l'orientation et avec le monde environnant, le monde de la formation ou des métiers ou des emplois qui peuvent apporter leur aide. Il s'agit aussi de favoriser la coopération entre pairs, car nous savons que les personnes en recherche peuvent s'apporter une aide précieuse entre elles. Et je dirais en particulier les personnes qui sont dans des moments difficiles ou dans des situations difficiles. Cette notion de coopération est importante, Denise la développera un peu plus tout à l'heure.
Ici, l'accompagnant a à cœur de promouvoir l'authenticité, l'action, l'autonomie, l'engagement de tous les acteurs. Et un des mots-clés, je dirais, pour l'accompagnant dans ce type d'approche, ça va être d'être authentique. Donc, voilà, de développer son authenticité. Mais il y a un risque d'activisme, de manque de recul, si un vrai travail sur le processus d'orientation n'est pas fait. Il ne suffit pas d'accumuler les expériences pour pouvoir s'orienter. Ici, l'accompagnant a un besoin de réciprocité, de coopération, il a besoin d'action. Et ça va être dans cette approche le croisement des savoirs d'action et d'engagement, que ce soit de la personne, de l'accompagnant et de tous les autres acteurs qui est au centre. Donc, il s'agit ici de croiser les savoirs. Donc, être un accompagnateur d'action et de sens, c'est activer ces différents éléments, paradoxe, expérience, coopération. C'est donc réaliser ce que nous appelons un accompagnement paradoxal, expérientiel et coopératif, pour permettre aux personnes de cheminer en s'appuyant sur les savoirs d'action et d'expérience de tous les acteurs. Donc, il s'agit à la fois, on peut reprendre quelque chose du premier type d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va apporter des choses en tant qu'accompagnant, on va se mettre aussi à l'écoute, mais on va ajouter ces notions d'action. Un exemple d'une approche paradoxale, expérientielle et coopérative est la notion de territoire orientant, au sens québécois. Un territoire qui oriente, mais un territoire qui s'organise pour, en partant des besoins spécifiques, des demandes des personnes, des groupes, faciliter l'accès à une diversité d'expériences. Donc, le rôle de l'accompagnant est de participer à l'ingénierie des actions, à leur préparation, à l'accompagnement du vécu, au traitement des expériences avec les groupes de personnes et avec les autres acteurs mobilisés, sans oublier les suivis individuels. Parce que ce n'est pas parce qu'on a à certains moments des approches collectives qu'il n'y a pas de suivi individuel, c'est même plutôt le contraire. Plus on a des approches collectives, plus il y a des besoins de suivi individuel et des demandes de suivi individuel. Mais qu'est-ce qui caractérise un accompagnement expérientiel, paradoxal et coopératif, dans lequel il ne s'agit plus de donner des conseils, mais de tenir conseil, délibérer pour agir. Donc, je vous renvoie pour approfondir ce type d'accompagnement aux travaux d'Alexandre Letellier, en particulier à son livre « Tenir conseil, délibérer pour agir », dans lequel on a vraiment une approche théorique et méthodologique très importante de l'entretien de conseil. Donc, se tenir conseil, cette approche, ce qui caractérise une telle approche, c'est une continuité de démarche rigoureuse et inventive que l'accompagnant travaille sans cesse. Donc, l'important dans une approche comme ça interactive, c'est de travailler la démarche. Donc, de façon rigoureuse. On ne fait pas les choses dans n'importe quel ordre. On doit chaque fois se poser des questions sur la manière dont on articule les choses entre elles. Et il faut aussi qu'elles soient imaginatives, parce que plus on aura une richesse d'expérience, plus le parcours va pouvoir en bénéficier. Donc, dans cette démarche rigoureuse et inventive, on peut percevoir 3 dimensions. Une première dimension, c'est la communication dialogique. Donc, la communication dialogique, le dialogique signifie respecter les différences et même les rendre créatrices. C'est-à-dire que les différences entre nous et les personnes qu'on accompagne, ou entre une personne et les autres personnes accompagnées, vont être la richesse de ce dialogue. C'est la parole partagée qui devient la tenue commune d'un changement possible. Cette relation dialogique, qui n'est pas donnée au départ de la relation, mais qui va se construire au fil de l'accompagnement, a pour but d'ouvrir le travail du sens et le travail de la décision et de l'action. Alors, le travail du sens, c'est le sens des expériences passées, des nouvelles expériences à vivre,
mais aussi le sens des évolutions du monde, des évolutions professionnelles, de ses évolutions personnelles, le sens également de la démarche d'orientation ou d'insertion professionnelle. Alors, je voudrais insister sur un aspect que dans l'accompagnement, il est important de mettre l'accent sur la compréhension de ce que c'est qu'une démarche d'orientation. Et j'ai presque envie de dire que plus la personne accompagnée a compris ce que c'était que s'orienter et comment elle pouvait s'entraîner, apprendre à s'orienter, plus on aura fait du travail utile à long terme. Pour moi, si on n'a fait que ça, eh bien, c'est déjà considérable. Troisième, la communication dialogique ouvre aussi sur le travail de la décision et de l'action. Il y a vraiment l'idée que dans un suivi avec, par exemple, une succession d'entretiens, chaque entretien va terminer en fait sur un travail de décision et d'action, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour continuer mon parcours et quels sont les moyens pratiques que je vais mettre en œuvre. Donc, c'est en fait une succession comme ça de décisions qui vont enrichir le parcours. S'orienter, c'est cheminer. Le cheminement, c'est l'homme qui crée sa démarche. Le cheminement, c'est le chemin qui mène loin, qui mène vers les autres et vers le monde en mouvement et qui mène vers soi. S'orienter, ce n'est pas choisir un métier, une formation, c'est construire un itinéraire. C'est trouver, créer le monde et se trouver, créer soi-même en même temps au fil des expériences vécues. Dans cette approche, l'accompagnant est un facilitateur, un conseiller au sens de tenir conseil, un éveilleur, un veilleur, un émancipateur. Pour cela, l'accompagnant a besoin de se former, de s'entraîner, de partager avec ses pairs et avec les autres acteurs de l'accompagnement. Dans cette conception de l'accompagnement, l'action est centrale, encore faut-il vouloir et pouvoir agir. Denis Ferrer traitera de ce point particulier de l'accompagnement qui est la question de la motivation, du vouloir et du pouvoir agir des personnes. Mais auparavant, nous allons faire une petite place à des questions. Concernant la question du territoire orientant, y a-t-il des exemples de choses mises en place en France ? Alors, je ne suis pas capable vraiment d'en citer, mais j'ai envie de dire que quand même, moi je veux dire par exemple, toute mission locale se préoccupe de participer à un territoire orientant, que les villes peut-être peuvent le faire, mais j'avoue que je n'ai pas d'exemple vraiment à décrire. Alors, je ne sais pas, Denise. Je pense qu'il en existe des embryons, sûrement, dans le cadre des PLI, par exemple, les programmes locaux d'insertion de l'emploi, qui organisent un accueil où on va avoir des niveaux. Au niveau régional aussi, le service public de l'orientation essayait de faire en sorte qu'il y ait un accueil généralisé, des choses spécialisées, et puis des actions, des événements communs et des mobilisations de partenaires. Mais en France, je ne dirais pas que ce sont encore des choses abouties. On a des bouts de ça, des bouts d'expérience de ça. Si je prends l'exemple de l'université, entre le secondaire et le supérieur, il peut y avoir vraiment des choses qui font ce travail-là de mobilisation d'acteurs, qui travaillent ensemble. Voilà. Mais c'est encore en train de se construire, quoi. Voilà. Et c'est vrai, on peut y participer, oui. Oui, et je pense que ce serait intéressant quand même de formuler plus nettement cette conception. C'est un petit peu un rêve, mais je pense que c'est ce rêve qui peut nous guider pour avancer. Et je trouve que pour l'instant, le concept n'est pas vraiment utilisé en France et je pense que de l'utiliser peut nous aider à avancer dans cette direction. Raymond, j'ai une question. Oui. Quand tu as parlé des différents types d'accompagnement, tu as parlé de l'écoutant et j'ai noté quelque chose qui m'interpelle par rapport au risque dans l'écoute oui.
de ne pas permettre à la personne d'avancer. J'aimerais bien que tu expliques ça un peu plus parce que voilà, Oui, ça oui. m'intéresse. Alors, dans l'écoute, ce que je veux dire dans le risque de ne pas avancer, c'est le risque, si je regarde que ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, je risque d'avoir du mal à imaginer des choses pour demain. Voilà. Et donc, l'écoute, Oui, oui. Et en voilà, même temps, je suis... doit être conjuguée à l'ouverture, vraiment, sur l'extérieur. On se tourne vers un monde qui n'est pas le même que celui d'hier. Donc, D'accord. je ne peux pas simplement, en écoutant une personne me parler, j'aurai du mal, je risque d'avoir du mal. Cette personne n'est pas toujours en lien avec le monde qui est en train d'arriver. Et il y a un risque de construire la suite du chemin, surtout avec ce que j'ai fait avant. Voilà, c'est ça. Oui, mais enfin, ce qui m'interpellait, c'est que par rapport à mon expérience, moi, j'utilise beaucoup aussi C'est important pour moi de poser les choses avec la personne, ce qu'elle a déjà fait, ce qu'elle sait faire, etc. Parce que c'est à partir de ça et dans ce que j'entends que je vais pouvoir l'amener justement à transposer des acquis, des compétences, des talents qu'elle n'a pas vus pour l'avenir, justement. Et dans cette écoute-là, elle passe du passé à l'avenir aussi. Donc, Voilà, mais il y a le risque, j'entends voilà, bien. voilà, mais c'est l'idée un peu que ça ne peut pas se passer qu'entre l'accompagnant et l'accompagné. Hein, c'est D'accord. cette ouverture à l'extérieur Ok. Ouais. qui est quand même évidemment importante. Voilà. Mais en fait, l'écoute, elle est active, quoi. C'est quelque chose qui On, est... on peut, Pardon, Denise. on peut prendre aussi toutes les autres questions pour Oui, essayer, oui. et puis ensuite passer à la seconde partie. Je voudrais juste répondre parce qu'il y a une question qui est sur est-ce que le territoire zéro chômeur de longue durée n'est pas aussi un territoire orientant? Oui, parce que c'est vrai qu'il a cette fonction d'accueillir l'ensemble des personnes qui sont privées durablement d'emploi et de voir avec elles comment elles peuvent avoir un emploi, pas juste à l'entreprise de but d'emploi, mais aussi de trouver leur place dans toutes sortes d'emplois. Mais on va dire elle est ciblée, dans un chômage de longue durée, est ciblée vraiment vis-à-vis des personnes qui sont privées d'emploi durablement et pas à toutes les personnes qui sont en activité et qui auraient besoin de changer, aux jeunes qui rentrent. Voilà, hein, on est sur un objectif particulier aussi par rapport à des personnes qui sont exclues de l'emploi. Et puis, Raymond peut-être répond, mais très rapidement, pour qu'on ait le temps de la deuxième partie, sur la question des erreurs, errances, donner la place au tâtonnement. Oui. Alors, c'est une question? Oui, c'est une question. Alors attends, reformule la question parce que je n'ai pas. Dans ce monde incertain, quelle place aux erreurs, aux errances donner dans son accompagnement? Alors oui, je crois que c'est quelque chose d'important. Oui, l'idée vraiment, c'est que c'est toute l'importance justement d'une place d'expérience et d'action relativement forte. Parce que par toutes les petites expériences qu'on fait, on va pouvoir se représenter des choses sans aller les faire complètement. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, on risque de prendre une décision qui nous engage et puis pour s'apercevoir 3 mois après que ah, ben, ce n'était pas tout à fait ce que je croyais et que du coup, je suis obligée de repartir à zéro, chercher une autre idée, etc. Il y a un peu l'idée dans la démarche d'orientation que la personne fonctionne avec dans sa tête une série d'hypothèses et que ces hypothèses, à un moment donné, elles sont éventuellement hiérarchisées. Elles sont hiérarchisées à un moment donné. Elles vont être un moteur pour aller voir à l'extérieur, se dire, mais tiens, ça, etc. Et au fil de l'accompagnement, mais des expériences vécues, en fait, cette liste va se modifier. La première va peut-être disparaître, la deuxième va passer en premier, de nouvelles hypothèses vont apparaître, parce que quand je vis des expériences, je découvre des choses nouvelles. Et donc, l'idée un peu, je dirais que par rapport à la question que tu posais, Denise, c'est que dans l'accompagnement, on fait aussi des erreurs, comment dire, sans trop de conséquences, je veux dire. Et il vaut mieux, enfin, c'est important d'avoir l'occasion d'expérimenter des choses sans être dans l'engagement un petit peu complet. Alors, je ne sais pas si c'est ça un petit peu que tu voulais dire, Denise.
Oui, oui, oui. Moi, je le traduirais, puis comme ça, on va passer à la deuxième partie, Ensuite, par le fait de se dire l'attention est au processus et voilà. pas au résultat. Hein. Et donc, l'attention au processus, c'est on essaie quelque chose, s'il n'est pas concluant, on a appris quelque chose. Hein. Voilà. Donc, c'est une attention au processus, au chemin et pas au résultat. Ça, je crois que c'est très, très important dans la méthode hein, et dans l'accompagnement. On peut passer Denise, excuse-moi, oui, je pense qu'il faut passer à la suite. Et ce que je propose, c'est que s'il y a d'autres questions, vous y répondrez peut-être de manière différée, en fait. Tout à fait, oui, d'accord. Alors, la deuxième partie, vous allez être à nouveau mis à contribution. Hein. Alors, je vais vous donner une consigne. Je vous propose de faire la liste des choses que vous avez faites pendant le confinement, que vous ne faisiez pas avant, que vous aviez envie de faire et qui ont émergé pendant ce confinement. Voilà. Alors, vous allez faire cette liste pour vous. Hein. Ce que vous allez écrire restera totalement confidentiel, donc sentez-vous libre dans votre expression. Ne censurez pas les choses comme ça qui ne pourraient pas être dites. Hein. Et parce que nous partagerons autre chose, mais pas le contenu de ce que vous avez fait. OK? Donc, 2 minutes pour faire une petite liste comme ça. Vous avez la consigne devant les yeux. On va faire 2 choses en même temps. Dans le chat, ce que je vais vous proposer simplement, c'est de donner le nombre de choses, simplement le chiffre, vous voyez, le nombre de choses que vous avez identifiées, que vous avez faites et que vous ne faisiez pas avant. Et puis, je vais en même temps demander à 1, 2 ou 3 personnes, d'abord à une, de dire comment ça s'est passé, cette question que je vous pose. Est-ce que ce travail de se remémorer ça et d'en faire la liste, est-ce que vous avez trouvé ça facile, difficile, agréable ou désagréable? Et j'aimerais d'abord qu'une personne dise comment elle a vécu ce moment-là. Et puis après, je demanderai à une deuxième, mais de faire à quelqu'un qui aurait des choses totalement différentes à dire, de prendre la parole. Je veux bien intervenir. Alors, bizarrement, il n'y a quasiment rien qui a changé. J'ai pas fait de changement, j'ai pas eu plus ou moins d'interactions, j'ai pas plus ou moins lu, je me suis pas occupée plus ou moins de la nature. Je travaille beaucoup en télétravail, en fait, c'est ma vie professionnelle. Et je pense que peut-être le fait d'être à la maison, d'être quelque part un peu confinée dans ma vie de tous les jours, finalement, ça n'a pas changé de choses. Peut-être que j'ai appelé plus facilement les gens, où j'ai eu plus d'interactions. Alors, je vous explique que je travaille pour la Guyane. Moi, je suis en métropole et je travaille pour la Guyane, pour un centre de formation en Guyane. Et donc, peut-être que j'ai vu plus mes collègues qui, eux aussi, étaient confinés. Voilà, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Ok, merci de votre intervention. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait avoir une autre intervention qui serait, on cherche plutôt de la diversité, hein, de la divergence plutôt que moi c'est pareil, ok? De la diversité. Alors, je n'étais pas forcément raconter ce qui s'est passé pour vous dans le confinement, mais même si ça émerge, mais c'était sur le fait de se souvenir de ça et de regarder un peu qu'est-ce qu'on a finalement fait qu'on ne faisait pas avant. Quelqu'un d'autre veut le dire? Oui, merci. Moi, je vais remettre le micro. J'ai eu cette impression que finalement le déconfinement était très loin, alors que ça date de pas si loin que ça. Donc, cette impression de devoir se remémoriser des choses, alors que finalement c'est il y a 1 mois et demi. Et quand j'ai dû noter les choses, bizarrement, je me suis rendu compte qu'on repart très vite dans cette activité de se dire, bon, moi je travaille beaucoup à la maison et j'ai développé aussi des accompagnements à distance parce que je fais du bilan de compétences. Donc, mais finalement, je me suis rendu compte que ce temps beaucoup plus
lâcher prise, beaucoup plus se ressourcer sur soi, ben, j'ai l'impression qu'il est très vite oublié, quoi. En tout cas, pour ma part. Ok, merci beaucoup. Merci. De rien. Encore une expression différente. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et puis on s'arrêtera là, mais encore une expression qui pourrait être vraiment compléter cette diversité. Moi, justement, à l'inverse de la collègue précédente, moi, j'ai pas le sentiment que le vécu de la période de confinement soit si éloigné que ça. Et du coup, le confinement, voilà, ça m'a amené à comment dire, m'interroger, bien sûr, sur, par exemple, la place que je mettais dans ma vie, la place que prenait mon travail dans mon existence. Et c'était d'autant plus facile, entre guillemets, que le temps du confinement, ça a été un temps aussi où le cercle familial s'est refermé, entre guillemets, s'est reformé plutôt, pas refermé, reformé sur la durée longue du confinement. Donc ça, c'était pour moi des choses aidantes dans le questionnement sur la place du travail, d'autant que j'arrive à un âge où je suis en situation de partir en retraite. Du coup, et ça me met face à une difficulté, c'est-à-dire que très clairement, très sincèrement, ça va peut-être faire sourire des gens, mais j'arrive pas à prendre la décision de m'arrêter de travailler, quoi. Merci beaucoup. Merci pour cette diversité de témoignages et de vécus. Hein. Et donc, on voit à quel point, pour chacun d'entre nous, une contrainte, on va dire, une contrainte, hein, être mis dans une situation particulière. Si on me dit, je vais plus avoir l'autorisation de sortir, tout de même, hein, peut être source de réflexion, de changement, en tout cas une diversité aussi de vécu, hein, ça c'est clair, et puis de comment ça fait rebondir des choses qui peuvent être des préoccupations déjà existantes. Hein. Selon le moment de sa vie, ça ne va rien changer, mais ça va peut-être faire anticiper des choses ou ça peut faire un peu bifurquer. Et je regarde les chiffres que vous avez mis, vous voyez que là aussi, il y a des grandes diversités de choses qui peuvent avoir émergé, ou bien plutôt quelque chose qui finalement, où on a eu peu de transformation à ce moment-là. Donc, pour dire que je crois que des contraintes fortes, des situations difficiles à vivre, ils nous obligent à… Bon, d'abord, elles peuvent être vécues très différemment selon les personnes, hein, du point de vue est-ce que c'est facile, difficile, comment elles sont source de transformation, quelquefois beaucoup, pas beaucoup, mais aussi elles nous obligent à trouver des ressources, des capacités pour y faire face, pour survivre des fois, et comment elles peuvent être source aussi de nouvelles choses pour nous, de création. Hein. Je ne sais pas, hein, moi je veux dire que c'est aussi de nouvelles compétences quelquefois, y compris celle de savoir faire des choses en visioconférence, hein, par exemple. Voilà. Donc, elle nous oblige à trouver des ressources, des capacités. Voilà. Et bien sûr que c'est pas, on va pas se dire le pire n'est pas souhaitable. Hein. Ce n'est pas qu'elles sont souhaitables, ces moments de contrainte forte, mais elles existent. Et nous constatons qu'à certaines conditions, selon les personnes, nous sommes capables d'adaptation, d'invention, de création et de résilience. Et donc, comment pouvons-nous développer le pouvoir d'agir, y compris dans des situations de fortes contraintes, de changement et d'incertitude de l'avenir? Alors, avoir envie d'agir, eh ben, c'est deux choses. C'est avoir envie, donc développer la motivation et pouvoir agir. Pouvoir agir, ça veut dire aussi construire les conditions pour pouvoir agir chez la personne et dans l'environnement. Et comment faciliter son action. Et là, on va venir à la question justement de la coopération. Alors, je vais dire des petites choses très vite sur la motivation. Motivation, motif à action. La motivation, elle est habituellement définie comme ce qui pousse une personne à agir, c'est-à-dire comme l'ensemble des forces conscientes ou inconscientes qui déterminent le comportement humain.
Alors, il existe de nombreuses théories de la motivation, hein, certaines qui mettent l'accent plus sur les facteurs internes de la personne, les pulsions pour Freud, les niveaux hiérarchiques de besoins pour Maslow, la recherche de réalisation de soi pour Rogers. Et il y en a d'autres qui vont mettre l'accent beaucoup plus sur les motivations externes, hein, donc notamment les contraintes qui s'exercent sur la personne et les formes de reconnaissance aussi par les autres. D'autres théories encore insistent sur l'importance des expériences vécues, hein, des empreintes, hein, qui sous-tendent nos conduites. Je vais prendre appui sur ce que nous dit Joseph Mutin, qui, à la base du fonctionnement comportemental, il dit qu'il y a le besoin d'entrer en relation avec le monde et la personnalité n'est pas une unité autonome. Il y a le pôle personnalité-monde et la motivation, c'est l'aspect dynamique du comportement humain qui est motivé à intervenir de façon intentionnelle ou active dans le cours des événements. Et donc, cette motivation, ça se traduira dans un deuxième temps en but, en projet, en plan d'action, à la condition que ce soit vraiment un choix personnel et que le milieu soit soutenant, hein. Et dans ce mouvement, si la personne ne parvient pas à construire, elle aura tendance à détruire soit son environnement et le plus souvent elle-même, hein. Donc, dans ce monde incertain, beaucoup de personnes ont le sentiment d'être coincées dans des choses contradictoires qui les paralysent. Et cette démotivation se traduit par à quoi bon? Est-ce que ça vaut la peine? Et la réponse qu'ils apportent a tendance à être négative, hein, dans la mesure où ils ne sont sûrs de rien et où ils ont l'impression qu'il n'y a pas d'issue dans leur situation. C'est le propre des situations paradoxales, hein. Et bon, Raymond en a parlé tout à l'heure, qui bloquent ou stimulent des énergies. Et donc, elles peuvent être motivantes ou démotivantes. Et il nous semble que pour vraiment avoir une approche de la motivation, il faut trouver une manière de vivre différemment les paradoxes de la vie et d'accepter de rentrer dans les paradoxes. Et donc, ne pas les simplifier, hein, prendre les deux choses qui ne vont pas ensemble, mais prendre ces deux choses-là, hein. Donc, ne pas simplifier la réalité, s'appuyer en même temps sur la motivation interne et motivation externe, en se préoccupant aussi de ses propres besoins et aussi de ceux des autres et de la collectivité. Et donc, en développant une pensée, on va dire, conjonctive, le « et pas le « ou ». On est toujours sur le choix. Non, comment est-ce qu'aussi, dans tout un processus, on conserve le « hein, et en posant la question du sens et en s'en sortant grâce à l'action. L'avenir n'est pas écrit, c'est en vivant de nouvelles expériences que la personne pourra à la fois trouver, créer sa vie et agir sur le monde qui l'entoure. Donc la motivation est liée en même temps au sentiment de pouvoir être acteur de son propre devenir, de sa propre histoire, et aussi au sentiment de pouvoir être acteur avec les autres. Donc, l'expression développement du pouvoir d'agir, on dit DPA, hein, quand on est, voilà, c'est la traduction proposée par Yann Le Bossé pour désigner la réalité qu'on décrit en anglais par le terme empowerment. Yann Le Bossé, il a écrit des textes qui s'appellent notamment Sortir de l'impuissance. Le titre est quand même, hein, important et vraiment pertinent aujourd'hui. Et donc, développer le pouvoir d'agir, ça se réfère à la capacité concrète des personnes, individuellement ou collectivement, d'exercer un plus grand contrôle sur ce qui est important pour elles, leurs proches ou la collectivité dans laquelle elles s'identifient. Donc, pour avancer, il faut vouloir agir, mais aussi pouvoir agir. Et pour sortir de cette impuissance, je vais citer un peu des étapes qui se conjuguent avec ce que Raymond a décrit tout à l'heure en termes de méthode. Mais là, spécifiquement par rapport à ça, ça veut dire qu'il est nécessaire de problématiser avec la personne ce qu'elle veut changer ici et maintenant, ce qu'on appelle l'irritant récurrent, hein, de rechercher ce qu'elle veut changer ici et maintenant et pourquoi elle veut le changer. Et ça, c'est important parce que beaucoup de personnes n'agissent plus car elles ont intégré, sans forcément en prendre conscience, hein, à travers les nombreux échecs vécus, qu'elles ne peuvent plus agir, hein. Et plus on leur dit ce qu'elles doivent faire,
et moins elles se sentent en capacité d'agir, elles se sentent de plus en plus impuissantes. Alors, quand en plus elles sont soupçonnées de ne pas vouloir agir aussi, socialement. Donc, aider la personne à prendre en compte l'environnement en considérant ses enjeux et aussi ceux de l'institution qui l'accompagne. Formuler la deuxième étape, formuler un objectif, quel qu'il soit, mais qui soit réellement important pour la personne, quelque chose qu'elle voudrait transformer. Ensuite, c'est faciliter ce qui est maintenant possible, ce que Yann Le Bossé appelle le premier pas proximal. Un premier pas qui doit être possible, le plus grand possible, réussi et significatif. C'est ainsi que la personne va commencer à restaurer sa relation à l'action. Et cela sur une problématique qu'elle estime importante pour elle et pour ses proches. Et puis, pour pouvoir agir, apprendre à combiner ses propres ressources et celles d'autrui. Donc, se représenter les obstacles, les ressources, comment on va faire. Il peut s'agir de faire des choses avec des professionnels de l'accompagnement, avec des proches, avec ses pairs. Et là, les approches collectives auront tout leur sens parce qu'elles facilitent aussi l'action des personnes. Et pour les accompagnants, de faciliter l'action en mettant à disposition des personnes et des groupes les ressources qui leur manquent. Et ce n'est pas une déresponsabilisation des personnes que de permettre des choses, y compris des aides concrètes, puisqu'elles sont fortement impliquées dans le fait de retrouver ou de trouver ce fameux vouloir agir, pouvoir agir. Voilà, alors, quand on décrit ça, pour trouver créer, ça veut dire nécessité d'une approche coopérative. Parce que immédiatement, vivre des expériences, agir, c'est immédiatement se mettre en interaction avec des choses, des techniques, des personnes, des milieux, dans un contexte effectivement particulier. Et je dirais que ce n'est pas parce qu'on accompagne la construction personnelle et professionnelle que la démarche doit être centrée sur qui est la personne, ses compétences, ses centres d'intérêt. Bien sûr que ça, c'est à prendre en compte. Mais l'accompagnement des personnes dans leur parcours personnel et professionnel n'a pas forcément à se conformer à l'individualisme dominant. Ce n'est pas en termes moraux que cette opposition se fonde, mais c'est au besoin de lien dans notre société et à l'apport du groupe pour le travail de construction personnelle. La construction identitaire, c'est une construction sociale. Il n'y a pas d'identité du je sans l'identité du nous. L'individu fait partie d'une société. Cette société construit des individus qui, à leur tour, construisent la société. L'identité personnelle, nous dit Dubar, c'est celle d'un sujet apprenant toute sa vie et agissant avec les autres. Voilà, donc une personne capable de pouvoir entrer volontairement dans des actions collectives. Donc, comment, dans nos pratiques d'accompagnement, avons-nous le souci de ne pas contribuer à isoler les individus dans une société déjà malade de la solitude et à construire un cadre qui, par les relations, interactions, va être aidant pour agir et se transformer. Cela veut dire qu'accompagner, ce n'est pas qu'un travail individuel, et surtout quand on comprend l'apport du groupe. Le groupe comme soutien dans des choses dans lesquelles qu'on pourrait faire difficilement tout seul, soutien dans la difficulté qu'on a et qu'on peut partager avec les autres. L'ouverture par la diversité des personnes qu'on va côtoyer, comme un regard, comme un miroir un peu qui va nous renvoyer du différent. Soutien à la motivation, c'est plus facile de faire à plusieurs souvent, et aussi dans la facilitation à aller dans l'inconnu, à changer et à agir. On voit donc que l'accompagnant, ça pose la question des médiations nécessaires dans les institutions, dans les façons de faire. Il faut qu'il ouvre la possibilité d'une coopération entre les personnes et des milieux, le milieu économique, les entreprises, les centres de formation, qu'il puisse développer l'action individuelle et collective qui a du sens pour la personne, et puis bien sûr qu'il instaure une réflexivité qui va, ces expériences, on va les traiter collectivement ou individuellement. Donc coopérer, et coopérer, c'est faire œuvre commune entre l'accompagnant et l'accompagné, œuvre commune entre pairs, entre étudiants, entre demandeurs d'emploi, entre personnes salariées qui cherchent à se reconvertir.
Et donc, œuvre commune entre ces personnes qui peuvent agir ensemble et œuvre commune entre l'accompagné et son environnement. Voilà. Et on ajoutera, pour en terminer là, parce que c'est ce à quoi nous travaillons à Trouver Créer, œuvre commune entre professionnels, par des partenariats, par la construction d'une culture commune pour trouver créer le métier de l'accompagnement et les méthodes qui répondent aux enjeux d'aujourd'hui. Voilà, moi je pense qu'on peut passer aux questions et ensuite à la conclusion. Hein. Moi, j'avais un constat à faire par rapport à la première partie, parce que du coup, je ne suis pas intervenue. Par rapport à la posture, moi, je fais de l'accompagnement individuel, mais je fais aussi de l'accompagnement collectif auprès de différents publics. Et j'ai remarqué, notamment auprès des jeunes, parce que j'interviens dans des missions locales, les jeunes sont très… enfin, ils attendent beaucoup de nous. Ils nous mettent beaucoup de pression et en fait, j'ai remarqué que beaucoup du coup de conseillers avaient tendance à adopter cette posture directive finalement, par aussi facilité. Mais les jeunes en fait ont beaucoup plus de mal à s'ouvrir sur le champ des possibles. Et moi, c'est vrai que je me suis formée à la DVP. Aujourd'hui, je suis complètement adepte. Et c'est vrai que c'est une démarche à avoir. Et quand je discute avec les conseillers, justement, ils me disent « bah oui, mais les jeunes, ils ont plus besoin qu'on leur dit « tu parles là-dessus, là-dessus ». Sauf que finalement, on n'arrive pas à cette démarche d'orientation. Donc, c'était juste ça que je voulais dire, qui est beaucoup plus facile en fait chez l'adulte. Parce que chez l'adulte, il a déjà des expériences et tout ça. Alors que le jeune a surtout cette impression que finalement, il n'a pas d'expérience. Alors qu'il en a. Le seul truc, c'est qu'il faut vraiment aller les activer et regarder ce qu'il y a derrière, quoi. Le sens qu'ils mettent derrière, quoi. Oui, c'est paradoxal hein, que vous puissiez faire ça pour les jeunes, hein, puisqu'on pourrait penser justement… mais réfléchissons aussi à est-ce que quel est le cadre qui va les autoriser à rêver, s'autoriser à rêver. Hein, et sachant que tout le monde fait la différence entre le rêve et puis ensuite de revenir un peu à des choses. Mais est-ce que vraiment on autorise à rêver et qu'est-ce qu'on construit pour qu'on laisse place à rêver ensemble, à rêver et pour qu'ensuite on puisse, à partir de cette expérience-là, revenir à des choses qui vont avoir du sens, qu'on va connecter avec des réalités. Mais je crois que des jeunes qui ont déjà une expérience peut-être de difficulté, hein, par exemple dans l'éducation nationale, qui sont habitués à être un peu, on va dire, cassés, hein, et qu'on a empêchés, vont ne pas s'autoriser tout seuls comme ça à rêver, puisqu'à chaque fois qu'ils rêvent, on leur dit c'est pas possible. Donc il y a quelque chose quand même à inventer là-dessus. Et voilà, Raymond, tu voudrais intervenir? Justement, dire un petit peu quelque chose sur la motivation à l'adolescence. Parce que l'adolescence est quand même un moment très particulier où on passe de l'enfance où il y avait une motivation externe extrêmement forte à un moment où il s'agit de construire une motivation interne. Et l'adolescent sent intuitivement qu'il ne peut pas continuer à toujours faire ce qu'on lui dit de faire, qu'il a besoin de construire lui, mais quand il ne s'en sent pas trop capable, il continue à se remettre dans « dites-moi ». Mais n'empêche qu'il va pouvoir se construire qu'à condition d'arriver à trouver des motifs personnels d'agir. Et je reviendrai sur ce qu'avait dit Denise. Tout le problème peut être la place de ce que nous on appelle à Trouver Créer les projets d'agir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des projets de formation, des projets professionnels, mais des projets de qu'est-ce que je peux faire dans ma vie quotidienne, quels petits objectifs je peux mettre en place, et avec l'idée vraiment donc de définir vraiment des petits projets comme ça que le jeune va réaliser et qui du coup peuvent développer ce pouvoir d'agir parce qu'il a réussi à faire quelque chose. Je trouve que c'est un des problèmes de l'orientation, c'est que si on oriente trop vite sur l'objectif global de s'orienter en formation en emploi,
ben on va bloquer, quoi. Il y a donc la notion de projet d'agir, voilà, que je voudrais indiquer, qui moi me paraît très très importante. Oui, oui. Donc là encore, richesse du processus et pas centration sur l'objectif. Mais c'est la même chose en management, c'est la même chose dans beaucoup de choses. Hein. Comment, voilà, oui. Je voudrais répondre peut-être à 2 ou 3 petites choses qui sont mises. Yves Clos, oui, bien sûr, Yves Clos, sur tout ce qui est la clinique de l'activité, de jour, Saint-Saulieu. C'est vrai que c'est à trouver créer, c'est vraiment aussi tous ces gens qui ont travaillé hein, sur la question de la qualité du travail, le sens du travail. Bien sûr que c'est des choses aujourd'hui qui nous nourrissent. Hein, oui. Un parcours long. Oui, la difficulté d'inscrire l'accompagnement dans un parcours long. Il faut trouver le cadre qui le permet. C'est vrai. Et c'est vraiment une vraie préoccupation. Moi, je sais que nous, on accompagne, par exemple, des équipes de travailleurs sociaux qui accompagnent des gens sur le RSA. Et comment est-ce que, même à travers des choses qui sont entre guillemets modulaires, hein, il y a des accompagnements au long cours qui peuvent être permis pour les personnes parce que on fait du court, mais on sait aussi que pourtant, pour beaucoup de personnes, ça va être un parcours qui aura une durée. Hein. Donc, il y a ces paradoxes-là, il faut les tenir en termes de l'accompagnement. Et c'est là où on revient sur cette espèce de construction du cadre hein, qui permet tout à la fois des modules très ciblés et en même temps la façon d'accompagner au long cours. Oui. Alors, il y avait peut-être une question sur, peut-être dernière question, parce qu'après, il va falloir qu'on arrête. Comment aborder la vision paradoxale du monde sans tirer ni sans risquer de démotiver? Alors, moi, j'ai vraiment tendance à penser qu'il faut oser rentrer dans les paradoxes, que ce n'est pas en faisant semblant de les ignorer, etc., qu'on va avancer. Et je trouve qu'à l'intérieur des accompagnements, il devrait y avoir plus de place pour… les formes restent à définir, mais sur les évolutions du monde. Sur la question de quel monde on veut pour demain. Enfin, je veux dire que si on laisse ça de côté, les gens ne peuvent pas construire leur propre devenir s'ils ne se sentent pas concernés par un devenir collectif, quoi. Donc voilà, moi je donne un exemple, mais je verrais bien. Et j'aurais envie de donner un autre exemple. Il sera dans le livre. Dans le livre, il y aura vraiment aussi des exemples de réalisation au long cours, mais de co-construire. On donnera un exemple de co-construction de parcours, de modules avec entre les accompagnants et les accompagnés. Et là, c'était en l'occurrence des personnes qui étaient privées d'emploi depuis longtemps. Et là aussi, ça veut dire qu'on a une posture hein, qui est de co-construire. Et en particulier par rapport au manque de motivation. Quoi. Oui, tout à fait. Et ils ont appelé ça l'atelier collaboratif, coopératif, où on définit un peu qu'est-ce qu'on va faire à partir des besoins des gens. Et voilà. Donc, c'est aussi des formes, des pas de côté hein, qui peuvent permettre aussi d'inventer des choses avec les personnes qu'on accompagne. Est-ce que on peut conclure? On va conclure. Je sais que l'heure, c'est l'heure hein, de fermeture. Donc, en conclusion, je souhaite faire une ouverture. C'est ça. Comme dans l'accompagnement, où terminer une étape de parcours ouvre sur une nouvelle étape. C'est ce que nous appelons la spirale du développement. Il me paraît important de situer ce que nous avons dit aujourd'hui en évoquant la question des finalités de l'accompagnement. On en a parlé déjà, mais on va les rassembler. L'accompagnant est-il au service exclusif des personnes? Est-il au service exclusif de la société? Répond-il à d'autres finalités? Les confrontations entre les attentes des institutions, de la société, le besoin de développement durable et les désirs, les projets des personnes soumettent les professionnels qui accompagnent les jeunes, les étudiants ou les adultes à de vrais dilemmes éthiques. D'où la nécessité d'un questionnement éthique sur les finalités de l'orientation et de l'insertion professionnelle. Les travaux de Paul Ricoeur nous paraissent avoir du sens. Pour lui, avoir une visée éthique, c'est… Voilà, ça va revenir. On revient en arrière. Bon. Pour lui, avoir une visée éthique, c'est viser une vie bonne pour soi, avec et pour les autres,
dans des institutions justes. Ceci est éclairant dans le champ de l'accompagnement des personnes. Une vie bonne pour soi met au centre de la recherche ce que la personne estime bon pour elle-même. Il s'agit du souhait de vivre bien, mais c'est aussi la capacité d'introduire des changements dans le cours des choses, c'est-à-dire la capacité d'initiative. Cette recherche est bien sûr au centre de l'accompagnement des personnes qui s'orientent. Avec et pour les autres, introduit l'autre et l'environnement dans la recherche personnelle. Ricoeur introduit le pôle tu, le chemin le plus court de soi à soi passe par autrui. Estime de soi et sollicitude pour autrui ne peuvent se penser et se vivre l'un sans l'autre. La prise en compte de cette dimension nous paraît importante pour que l'orientation n'isole pas les personnes, mais qu'elle soit au contraire source de développement, du lien à autrui et au monde. Il est important que la recherche personnelle se fasse en prenant en compte les conséquences des activités humaines, en positif et en négatif, sur les autres hommes et sur l'environnement. Dans des institutions justes, attire notre attention sur la nécessité de faire que l'orientation n'accentue pas les inégalités, mais au contraire qu'elle soit facteur à la fois de liberté, d'égalité et de fraternité. L'accompagnement est animé par des valeurs, celles du respect, de la réciprocité, de la sollicitude pour soi et pour autrui. Les auteurs-acteurs de l'orientation et de l'insertion professionnelle ne peuvent pas réduire leur rôle à l'accompagnement des personnes. Ils ont aussi un rôle pour que l'orientation et l'insertion professionnelle contribuent à la création d'une société plus juste, plus durable et plus éthique. Pour cela, nous avons besoin de développer une culture commune de l'orientation. En conclusion, je dirais que nous avons un a priori éthique qui est que toute personne détient potentiellement les moyens de comprendre et d'agir dans le monde, de comprendre sa situation personnelle, de prendre des décisions et d'agir pour son développement personnel, professionnel et pour le bien commun, ce qui est source de sens pour elle. Pour développer ce potentiel et avancer dans la vie, les personnes ont besoin d'accompagnement afin d'acquérir tout au long de la vie la capacité à s'orienter individuellement et collectivement dans un monde complexe et incertain. Tous les professionnels qui apportent aux jeunes, aux étudiants et aux adultes leur aide ont besoin de formation, de méthodes et d'outils pour réaliser ces accompagnements. L'association Trouver Créer se situe dans cet accompagnement des accompagnants, en apportant réflexion théorique, méthodologique et outils pratiques à travers des écrits, des formations, des conférences et des temps de partage. Pour mettre à disposition des praticiens nos méthodes et nos outils, donc comme l'a indiqué Sylvie tout à l'heure, nous publierons avec les éditions Qui plus est, en début d'année prochaine, un ouvrage méthodologique et pratique comportant de nombreux outils à destination des professionnels qui accompagnent individuellement et collectivement les jeunes, les étudiants et les adultes. Nous espérons que tout cela et votre enthousiasme à accompagner vous aidera à consolider ou redonner aux personnes accompagnées et plus largement à vous-même et à tout votre entourage le goût de l'avenir. Pour Jean-Claude Guilbault, ce goût n'est pas une simple inclination sentimentale vers les promesses du futur, ni un abandon heureux à l'imprévisible. Face au basculement de notre époque, il nous faut conjurer nos craintes et accepter de nous tourner vers ce qui est en avant. Enfin, puisque le changement est énorme et que meurt décidément l'ancien, alors il faut essayer de penser autrement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Raymond et Denise. Merci d'y avoir participé. Voilà. Au revoir.